propos de cette intervention porte sur le statut de la preuve en médecine. Donc c'est une approche de la médecine via la connaissance médicale que je propose ici, donc une approche épistémologique de cette pratique du soin médical, qui n'est, à mon sens, en rien déconnectée de l'éthique médicale, dans la mesure où aujourd'hui une grande partie du soin repose sur la connaissance produite suivant les canons de la méthodologie scientifique, ou du moins on aspire à faire en sorte que le soin repose au maximum sur cette connaissance médicale. Donc il paraît tout à fait important, quand on réfléchit à l'éthique du soin, quand on se pose des questions sur la façon d'améliorer notre pratique soignante au sens large, il paraît tout à fait important de questionner la connaissance elle-même et de questionner les mécanismes et les processus qui en permettent l'élaboration, de questionner également la façon dont cette connaissance est mise à disposition, dont elle est diffusée, et aussi de questionner la façon dont elle est utilisée. Et donc, c'est ce que je propose de faire ici. Et il me semble que négliger totalement l'approche épistémologique quand on parle d'éthique du soin, c'est amputer le questionnement éthique d'une part importante, d'une de ses composantes importantes. Alors, questionner cette connaissance, ça va au-delà du simple fait de vérifier que la connaissance médicale est bien, du moins que la pratique médicale est bien en adéquation avec la connaissance médicale. Ça va au-delà parce que la nature même de la connaissance est en jeu, et tant bien même on aurait pu produire une connaissance qu'on aurait appliquée, si le processus de production de cette connaissance est biaisé, le soin repose sur une connaissance qui n'est pas au final valable, et donc la pertinence du soin est remise en question. Donc voilà pourquoi il me paraît important d'avoir ce questionnement et d'avoir cette approche épistémologique. Alors, aujourd'hui, la médecine, je le disais, repose beaucoup sur la connaissance scientifique, et on a vu émerger dans le courant des années 90 un paradigme qui a pris une ampleur extrêmement importante, qui est le paradigme de l'evidence-based medicine. Vous m'excuserez pour le moment d'employer le terme anglo-saxon, mais je reviendrai sur la question de la traduction de ce terme un peu plus tard au cours de cette séance. Donc ce paradigme d'evidence-based medicine, c'est bien sûr là où je veux en venir, de façon vraiment à questionner la pratique du soin telle qu'on la vit aujourd'hui. Avant d'en arriver à l'evidence-based medicine, il me paraissait important de rappeler en quelque sorte les grandes lignes de la marche médicale vers la rationalisation du soin. Et donc, je vais essayer à gros traits de brosser ce parcours en donnant quelques repères qui montrent comment la médecine s'est engagée progressivement dans la voie de la rationalisation. Voilà, on va peut-être faire une petite pause sur... Ça vous paraît... Ça devrait aller. Ça vous paraît correct? Oui. En tout cas, vous parlez super bien, donc bon. C'est déjà agréable à écouter. D'accord. Je vais essayer de ne pas trop bafouiller, parce que je pense qu'il y a je redis plusieurs fois les choses et ça finit peut-être à la clarté. Bon. Alors ce processus de rationalisation de la pratique soignante, il a commencé il y a plusieurs siècles de ça. C'est pas un processus qui a débuté dans les années 90 avec l'evidence-based medicine, et
dès le XVIIe siècle, peut-être même avant, y avait-il déjà des signes, mais dès le XVIIe siècle, on voit déjà à l'œuvre ce qu'on peut appeler, à mon sens, une conversion d'ordre philosophique à cette démarche rationnelle. Alors celle-ci, elle rentre dans un cadre beaucoup plus large, un cadre qui a été décrit notamment par Descartes comme un projet directeur qui était celui de devenir maître et possesseur de la nature. Et donc, en quelque sorte, ne plus subir les effets de la nature, ne plus subir les effets des maladies, qui étaient entièrement rattachées à des causes dites naturelles, mais d'être en mesure d'exercer un contrôle sur cette nature et sur cette maladie. Et donc, pour cela, la comprendre. La science devait être le moyen de cette ambition et le développement de nouvelles techniques être le résultat donc de ces progrès scientifiques et permettre ainsi de mieux comprendre le développement de ces maladies et surtout mieux les contrôler. Parallèlement à cette volonté de devenir donc ces maîtres et possesseurs de la nature, plus particulièrement dans le domaine médical, on voyait également le rapport à la maladie se modifier. En fait, on avait cette idée d'une maladie qui était en quelque sorte une fatalité, quelque chose contre lequel on ne pouvait rien. Mais avec cette conversion à l'idée qu'on pouvait exercer un contrôle aussi sur ces maladies, est née une sorte d'exigence, voire même une revendication à la santé, un droit à la santé, qui a exercé un rétrocontrôle lui-même sur les scientifiques et les médecins, les gens qui cherchaient à comprendre ces maladies. C'est-à-dire que l'exigence populaire a fait que la quête de savoir des médecins n'en a été que plus importante, et donc les deux se sont mutuellement entretenus pour pouvoir arriver à une médecine plus rationnelle. Cette évolution a été bien résumée par Georges Canguilhem, qui disait que des siècles durant, l'activité du médecin avait été une réponse à la prière de l'homme frappé par le mal. Elle est devenue une exigence de l'homme qui refuse le mal. Donc, tout ça a eu un impact important, un impact d'abord scientifique, mais également un impact sociologique. Comme je le disais, cet impact sociologique a eu un effet sur les sciences elles-mêmes. Et donc, je vous propose maintenant de voir ces quelques repères que j'annonçais dans cette marche vers la rationalisation de la médecine. En fait, cette marche de la rationalisation de la médecine, elle se calque directement sur la construction d'une méthodologie pour construire du savoir. Et cette méthodologie, alors aujourd'hui, je vais vous dire déjà où on en est arrivé. Globalement, aujourd'hui, ce qu'on appelle le gold standard, c'est-à-dire la technique, la méthode de référence pour produire une connaissance qui a le niveau de validité le plus important en médecine clinique, j'entends, c'est ce qu'on appelle l'essai contrôlé randomisé, c'est-à-dire un essai, des essais cliniques où on va comparer deux dispositifs thérapeutiques qu'on va comparer à partir de concepts méthodologiques qui sont d'une part le double aveugle, c'est-à-dire que ni le médecin ni le malade ne savent ce que le malade reçoit comme traitement, ce qui permet de garantir une certaine objectivité dans la façon de traiter l'information quant aux critères de jugement. Et deuxièmement, la randomisation qui consiste à allouer le traitement testé ou le traitement placebo ou le traitement de référence auquel on veut comparer un nouveau traitement, par exemple. Donc d'allouer ce traitement par le voie d'un tirage au sort, par une méthode aléatoire, de façon à pouvoir répartir dans les différentes catégories, dans les deux groupes
qu'on compare des caractéristiques à peu près homogènes. En fait, avoir deux groupes homogènes et comparables. Donc voilà pourquoi on a développé cette méthode de randomisation. Alors la méthode de randomisation, elle n'est apparue que petit à petit, comme la méthode de double aveugle. Si on revient bien en arrière, un des premiers signes de cette approche comparative, on la retrouve avec John Grant, qui a été à la fin du XVIIe siècle, enfin milieu du XVIIe siècle plus exactement, donc c'était un démographe qui a publié un essai sur la mortalité de la ville de Londres sur plusieurs années. Et il s'est rendu compte déjà qu'il existait une certaine régularité dans les événements morbides et dans la mortalité des sujets. Et donc cette régularité, le fait que ce n'était pas un phénomène totalement aléatoire, lui a donné l'idée qu'il y avait probablement des mécanismes régulateurs qui étaient des mécanismes inconnus, et donc que peut-être l'étude des fréquences de mortalité du passé pouvait donner des informations sur la mortalité du futur. Et donc on arrivait avec cette première étude d'envergure sur la mortalité à l'idée que colliger des données pouvait permettre d'informer le futur. Il y a un autre repère, c'est James Lint, qui est un médecin de la Royal Navy, qui a réalisé une des premières études interventionnelles comparatives. En gros, il a comparé deux groupes de marins sur des bateaux différents. Certains recevaient des agrumes, d'autres n'en recevaient pas, et il a regardé l'évolution des maladies sur les deux bateaux. Et il s'est rendu compte que dans le groupe de marins qui ne recevaient pas d'agrumes, il y avait beaucoup plus de scorbut que dans les autres. Cet essai a eu un effet important puisque après l'analyse des résultats, les agrumes sont devenus obligatoires sur les vaisseaux de la Royal Navy. Un autre point de repère important dans l'avancée vers cette rationalisation de la médecine a été apporté par Thomas Beddoes. Thomas Beddoes, donc c'est le début du XIXe siècle. Thomas Beddoes a eu un impact assez important parce que il dénonçait les insuffisances de la médecine de son époque. Et il ne s'est pas arrêté à dénoncer ces insuffisances puisqu'il a proposé des solutions. Et vous allez voir que ces solutions, elles ont eu un impact considérable. D'une part, pour Thomas Beddoes, la recherche était quelque chose de fondamental. Il fallait faire de la recherche. Et il y a même dans ses écrits quelque chose qui laisse penser à l'existence d'un lien éthique entre la production de données scientifiques et la pratique médicale. En gros, le médecin n'est pas uniquement quelqu'un qui se contente de soigner son médecin, mais il y a un devoir éthique à se servir de l'expérience qui va constituer par le soin de malades pour justement favoriser le soin des malades qu'il prendra en charge ultérieure. Donc la recherche médicale est pour Beddoes un impératif éthique. Et donc, il incite ses contemporains à faire de la recherche et ne pas se contenter de leur expérience. Et donc, ça amène à sa deuxième proposition, qui est celle du partage de cette expérience. Et Beddoes a une idée qui pour l'époque, est assez révolutionnaire. C'est d'une part de colliger, d'indexer tous les faits médicaux rapportés par les différents médecins, de centraliser cette information, de la traiter et de pouvoir la diffuser. Et la rendre accessible par tous. Et là, on voit quelque chose qui est quand même extrêmement précurseur et qu'on retrouve en fait dans l'idée de réseaux comme les réseaux Internet aujourd'hui et que Beddoes avait déjà donc énoncé au début de ce 19e siècle. Donc un travail réellement de précurseur. Autre précurseur, Pierre-Charles Alexandre Louis, donc c'est un tout petit peu après Beddoes. Donc Pierre-Charles Alexandre Louis était un contemporain d'Adolphe Quetelet, et donc de ce concept d'homme moyen. Il
pour Louis, il fallait que la médecine change d'époque. C'est-à-dire qu'il voulait plus que, il voulait qu'on aille au-delà de l'intuition, au-delà du flair, de cette espèce d'art divinatoire, pour en faire, à proprement parler, une discipline scientifique. Et Louis fait intervenir ce qu'il appelle la méthode numérique, qui consiste donc à récupérer de nombreuses informations et à opérer une conversion quantitative de façon à pouvoir traiter de façon statistique ces informations. Alors, l'approche de Pierre-Charles-Alexandre Louis a été assez mal perçue en France, notamment par l'Académie de médecine. Il y a eu des personnalités qui ont freiné. Et au final, l'écho de Louis en France a été assez modéré à son époque. Et c'est finalement dans les pays anglo-saxons, en Angleterre, puis après aux États-Unis, que son écho a été le plus important. Des étudiants venant des pays anglo-saxons sont venus le voir en France. Lui est allé enseigner. Il a fait des publications en langue anglaise. Et donc cette méthode numérique a largement été diffusée outre-Atlantique et en Angleterre, et finalement assez peu en France. Alors, Louis a eu cette intuition que cette méthode numérique allait pouvoir réellement apporter beaucoup de choses à la connaissance médicale et à la pratique médicale. Et il l'a non seulement plaidé pour cette méthode numérique, mais il l'a mise en application. Il a fait un certain nombre d'études. Il a notamment travaillé beaucoup sur une pratique qui était très en vogue à l'époque, qui était la pratique de la saignée. Et montrant son inefficacité dans certaines indications, il a conduit à l'abandon de cette technique dans ces indications. Louis n'était pas le seul à aborder une approche quantitative de la médecine, mais ça a été un des plus importants malgré tout. Il a milité réellement aussi pour cette méthodologie comparative dans l'évaluation des procédures médicales. Alors, je disais qu'il n'était pas le seul. Certains de ses détracteurs, comme Claude Bernard, ont aussi apporté quelque chose à l'évaluation des thérapeutiques médicales. Notamment, il y a une phrase de Claude Bernard qui est très éclairante dans son introduction à l'étude de la médecine expérimentale, qui est la suivante. Un médecin qui essaye un traitement et qui guérit ses malades est porté à croire que la guérison est due à son traitement. Mais la première chose qu'il faudrait leur demander, ce serait s'ils ont essayé de ne rien faire. Et donc, par cette formule, Claude Bernard pose très clairement les jalons de l'étude expérimentale, et notamment de l'étude contre placebo, et que Louis sera parmi les premiers à rendre effective. Bon alors, je dis parmi les premiers, mais il y avait eu déjà des études contre placebo auparavant. Franklin, dans les années 1780, avait employé cette méthode pour notamment évaluer les traitements magnétiques proposés par Mesmer. Armand Trousseau l'avait utilisé à propos de l'homéopathie. Enfin, il y avait déjà eu quelques tentatives. Alors, on va avancer un petit peu dans le temps pour voir comment cette pensée rationnelle prend de plus en plus pied dans la médecine, pour arriver à la fin du XIXe siècle, et notamment tous les travaux qui ont été menés sur le sérum antidiphtérique. Et là, il y a eu plusieurs intervenants. Il y a eu Émile Roux, qui a été un des premiers à faire un essai sur le sérum antidiphtérique, et puis une personnalité intéressante, qui est Johannes Fibiger, qui lui aussi a été parmi les premiers à mettre en place un essai randomisé sur le sujet. Il a proposé une méthode de randomisation. Il a tiré les sujets au sort, et pour ça, pour ce tirage au sort, il a posé que les enfants admis les jours pairs allaient recevoir le traitement par sérum, tandis que les autres recevraient le traitement traditionnel. Donc c'était une façon de mettre en place ce processus de randomisation.
Alors, ironie du sort, Fibiger s'est vu décerner en 1926 le prix Nobel de médecine et de physiologie pour des observations qui n'avaient pas grand-chose à voir avec le sérum antidiphtérique. C'était notamment pour l'observation de cancer supposé induit chez le rat. Et ce qu'on lui a reproché, il y a eu une grande polémique qui a entouré ce prix, et notamment suite à ce prix dans les années qui ont suivi, alors que Fibiger était mort, on lui reprochait en fait de ne pas avoir mis en place de groupe contrôle chez ces rats, et donc on a remis en question complètement la validité des résultats qu'il avait observés. Bon, donc, c'est pas parce qu'on avait compris l'importance des groupes contrôle et des placebos ou même de la randomisation, qu'on les mettait toujours en application. Adolf Bingel a été, lui, toujours à propos du sérum antidiphtérique, un des premiers à allier la randomisation au double aveugle. Et donc, il franchissait un pas de plus dans cette méthodologie, dans le développement de cette méthodologie, d'évaluation des thérapeutiques médicales. Ce développement méthodologique, finalement, il est resté cantonné pendant un petit moment à la question du sérum antidiphtérique. Et tous ces travaux méthodologiques ont été quelque peu oubliés jusqu'à l'apparition de ceux de Ronald Fisher. Alors, il y a eu au début du XXe siècle un groupe qui a été très très bien décrit, un groupe de médecins et de chercheurs qui a été très très bien décrit par Harry Marks dans un ouvrage absolument passionnant sur l'évaluation médicale, l'évaluation des thérapeutiques médicales, qui est donc un groupe de réformateurs, qui nomme des réformateurs thérapeutiques, qui ont essayé justement d'imposer cette idée qu'il fallait absolument, d'une part, évaluer suivant une méthode qui soit une méthode scientifique. Et donc, il y avait eu beaucoup de tâtonnements dans la construction de cette méthode, et ça avait donné lieu au développement de techniques et de pratiques qui étaient un petit peu obscures. Et notamment, ces réformateurs thérapeutiques avaient comme motivation de ne plus laisser à l'industrie pharmaceutique de ce début du XXe siècle la possibilité d'exercer sur les médecins, voire même sur les malades eux-mêmes directement, des pressions en essayant de leur vendre des élixirs en tout genre qui n'avaient jamais prouvé quoi que ce soit en termes d'efficacité. Et donc il y avait ce soupçon d'immoralité qui pesait sur le commerce et les firmes pharmaceutiques, qui a fait qu'il devenait urgent et extrêmement important d'évaluer toutes les thérapeutiques. Donc ils ont su convaincre d'abord dans des cercles extrêmement restreints, et puis finalement ils ont pu prendre un petit peu d'ampleur et permettre que se mettent en place des agences de contrôle. Aux États-Unis, notamment la Food and Drug Agency, la FDA, a été une de ces agences créées sous l'impulsion de ces réformateurs. Ils ont malgré tout rencontré des résistances très importantes, notamment de la part des praticiens. On peut se demander pourquoi finalement les praticiens étaient opposés, mais quand on voit la méthodologie qu'ils proposaient, c'est-à-dire cette évaluation via des essais comparatifs randomisés, éventuellement en double aveugle, ça faisait peur aux praticiens. Ça leur faisait peur d'une part parce que y avait cette idée qui circulait, qui est une idée tout à fait justifiée et fondée, qui est celle que le malade type qui est dans les résultats des études scientifiques ne correspond jamais au malade que le praticien a devant lui et qu'il prend en charge dans le cadre du soin. Mais autre élément qui a amené à cette résistance, c'est le fait que ces praticiens n'étaient pas prêts à abandonner une part de leur autorité et de leur autonomie.
Dès lors que les traitements étaient tirés au sort ou qu'ils n'étaient pas informés des traitements du fait de la procédure d'aveugle, eh bien c'était leur autorité et leur autonomie qui en prenaient un coup. Et donc c'était une des raisons qui a fait que beaucoup d'entre eux se sont initialement opposés à ce type de méthodologie et qui n'étaient pas prêts donc à prêter, entre guillemets, leurs patients à ces chercheurs. Donc toute la difficulté a été, pour ces réformateurs thérapeutiques, de subordonner la pratique à une science, mais sans pour autant entamer l'autorité des médecins. Alors, je parlais tout à l'heure de Ronald Fisher. Ronald Fisher a eu une importance importante, une importance considérable. C'était pas un médecin, Ronald Fisher, c'était un généticien qui était agronome, en fait, et qui a joué un rôle décisif dans l'utilisation de la randomisation, et notamment en recherche clinique. Et en fait, il a été le premier à réellement montrer que seule la randomisation pouvait permettre d'assurer une certaine validité aux résultats et aux inférences qui étaient faites. On arrive à la Deuxième Guerre mondiale et cette période a eu une importance considérable parce qu'elle a permis en quelque sorte de vaincre toutes les résistances qui pouvaient venir de la part des praticiens. Ça c'est donc Harry Marks qui le montre très bien dans l'essai que je mentionnais tout à l'heure. En fait, avec cette Deuxième Guerre mondiale, on s'est retrouvé face à une urgence qui était celle d'évaluer les antibiotiques, notamment les antibiotiques à destination des soldats, et notamment les antibiotiques qui visaient à traiter un certain nombre de maladies sexuellement transmissibles. Et donc, ont été montés de façon très rapide et sur des échelles très importantes des essais pour évaluer un certain nombre de traitements, pour évaluer la pénicilline, pour évaluer les sulfamides. Et ces essais ont rencontré des succès importants. Outre les soldats qui pouvaient parfois être impliqués dans ces essais, c'était surtout les prisonniers vers lesquels on s'est tourné en premier pour réaliser ces études, ce qui n'était pas bien évidemment sans poser de problèmes éthiques, mais c'est devant la nécessité d'avoir des résultats rapides en période de guerre, ces impératifs éthiques ont très rapidement été contournés. C'est d'ailleurs l'objet d'un certain nombre de travaux sur l'éthique de la recherche biomédicale pendant ces années de guerre. Et il y a eu des travaux remarquables également sur les expérimentations sur les prisonniers. On en arrive donc à la période de l'après-guerre, où les statistiques, sous l'influence de personnalités comme Ronald Fisher, mais également de Bradford Hill, s'imposent réellement et deviennent l'outil incontournable. Il y a une ingérence totale des statisticiens qui va permettre donc à Bradford Hill de réaliser, donc juste après cette Deuxième Guerre mondiale, les premiers grands essais randomisés contrôlés. Le premier, c'est sur l'astreptomycine dans le traitement de la tuberculose. Et cet essai va constituer la référence, va constituer l'étalon or pour la recherche clinique de la suite. Autre personnalité qu'on ne peut pas ne pas évoquer quand on parle de cette entrée de la médecine dans le champ de la rationalité scientifique, c'est Archibald Cochrane. Archibald Cochrane, lui, partait du constat que ce dont on avait besoin, ce n'était pas nécessairement plus de travaux de recherche, plus de preuves scientifiques. Ce qui mettait en avant, comme ces preuves d'après lui existaient, c'était qu'il fallait pouvoir les diffuser, les hiérarchiser et les rendre disponibles pour les cliniciens qui pouvaient en avoir besoin pour traiter leurs malades. Et donc, Archibald Cochrane va contribuer à la mise en place d'un certain nombre d'outils qui vont permettre la diffusion de ces connaissances. Et on en arrive
Donc, on en arrive à cette période des années 80, années 80-90, au cours de laquelle on va voir émerger, donc sous l'impulsion d'un petit groupe de médecins épidémiologistes auquel le gouvernement canadien va demander quelles pourraient être des pistes pour améliorer les politiques de santé en matière de médecine prédictive. Donc ce petit groupe de médecins canadiens, notamment David Sackett, Susan Fletcher, puis Gordon Guyat, vont constituer un groupe qui va s'appeler l'Evidence-Based Medicine Working Group. Et autour de ce groupe va s'élaborer, à proprement parler, cette méthode de l'Evidence-Based Medicine, ce qu'on appelle couramment également par l'acronyme l'EBM. Et donc, ce groupe publie en 92 son manifeste. Donc, ça se passe au Canada, à l'université McMaster, dans l'Ontario. Et ils vont avoir un impact extraordinaire. Et ils vont arriver à imposer l'idée que toutes les procédures médicales, qu'elles soient des procédures à visée diagnostique ou à visée thérapeutique, doivent être évaluées et doivent être évaluées par la méthodologie la plus valide. Et cette méthodologie la plus valide, c'est l'essai contrôlé randomisé. Alors, ils ne disent pas que tout peut être validé par cet essai contrôlé randomisé, mais malgré tout, qu'il faut toujours tendre vers cette évaluation par l'essai contrôlé randomisé. Et donc, en quelque sorte, ils vont imposer un critérium scientifique qui va peu à peu se substituer à l'autorité individuelle de l'expert. Alors, je me suis attardé un petit peu sur cette évolution de la médecine. C'était un tableau, malgré tout, qui a été brossé vraiment à très gros traits, mais pour montrer comment la médecine est devenue, en quelque sorte, aussi une science. Alors, le fait qu'elle soit devenue une science, ou en tout cas qu'elle s'appuie sur une méthodologie scientifique, signifie pas que l'intégralité de la médecine se prête à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, cette discipline est vraiment dans un entre-deux, avec une partie, effectivement, de données validées et qui ne souffrent que très peu de discussions, et qui constituent des références fortes pour les cliniciens. Et puis, de l'autre, une partie qui n'est pas la moins importante, loin de là, d'une médecine qui reste encore un art et qui ne peut pas prétendre s'appuyer sur des connaissances scientifiquement établies, parce que tout simplement ces connaissances n'existent pas. Alors certains chercheurs se sont amusés à essayer de quantifier la part de questions médicales auxquelles cette méthodologie rationnelle pouvait apporter des questions. Et suivant les différentes estimations, on estime que c'est entre 5 et 20% seulement de la médecine d'aujourd'hui auxquelles on peut apporter des réponses par le biais d'une méthodologie réellement scientifique. Donc vous voyez que la part d'art médical, comme on l'appelle, reste encore très grande et surtout résiste à cette rationalisation. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle résiste ? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de questions qui sont soit totalement non résolues, soit pour lesquelles plane encore une incertitude très importante. Et cette incertitude, quand on est dans la pratique médicale, on la connaît bien. Et je pense qu'elle explique une grande partie de l'inquiétude des soignants. Le fait que les soignants soient réellement dans cette posture d'inquiétude permanente, voire même que l'exercice du soin soit un exercice réputé stressant, s'explique en partie par cette insuffisance de données scientifiquement solides qui confinent donc à cette incertitude. Alors comment est-ce qu'on l'explique maintenant, cette incertitude ? Comment est-ce qu'on explique cette résistance à tous ces processus rationnels et la persistance donc de cette incertitude ? Alors, déjà, le premier élément, on est assez proche
l'arrivée à cette méthodologie, à la diffusion de la méthodologie, et donc on peut se dire que c'est peut-être une question de temps. Et il est évident qu'avec le temps, on va pouvoir augmenter la part de savoir scientifique en médecine. Mais le temps ne fera pas tout, et la part d'incertitude va persister, et ça pour un certain nombre de raisons. Il y a les raisons qui sont des raisons internes, qui sont propres à la connaissance elle-même, à ses modes de raisonnement et à la façon dont elle est élaborée. Et puis, il y a des phénomènes qui sont externes, qui sont propres à la façon d'utiliser la connaissance générale, la connaissance produite à partir de données générales, à un patient singulier. Donc vous voyez déjà deux types, on peut trouver des raisons dans ces deux catégories. Et il y a un troisième phénomène que j'aborderai, qui est celui de la diffusion de la connaissance, qui là encore peut favoriser la persistance de cette incertitude. Alors par rapport au mécanisme interne propre à la connaissance qui pourrait être responsable de la persistance de cette incertitude, il y a d'abord le mode de raisonnement qui est à l'œuvre dans la production et la constitution de savoirs scientifiques. Ce raisonnement, qui est le raisonnement qu'on retrouve dans toutes les sciences de la nature, qui est ce qu'on appelle le raisonnement inductif, est lui-même un raisonnement propice à la persistance de l'incertitude, pour une raison qui est tout simplement que le raisonnement inductif procède depuis des cas particuliers pour produire des règles générales. Cependant, ces règles générales ne sont que probables, elles ne sont pas certaines. Et c'est toute la différence avec un autre type de raisonnement, qui est un raisonnement qu'on voit dans les sciences formelles, comme les mathématiques ou la logique, où en fait la loi va déterminer un fait avec certitude. Dans le raisonnement inductif, le cas particulier va déterminer une règle générale, mais avec une certaine probabilité. Et plus on rassemblera de cas particuliers, et plus ces cas particuliers viendront appuyer la règle générale, plus la probabilité de vérité de celle-ci sera importante. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y aura jamais de certitude produite par un raisonnement inductif. Et tout ça, cette question avait été soulevée pour la première fois au XVIIIe siècle par David Hume. Donc David Hume était ce philosophe anglais qui appartenait à l'école empirique. Et il a fait une critique donc, qui a été extrêmement déstabilisante à l'époque, qui a ébranlé de façon très importante les bases de l'empirie. Mais il a amené aussi à se poser beaucoup de questions sur cette modalité de raisonnement, ce raisonnement inductif. Et ces questionnements, on les retrouve depuis Kant jusque plus récemment Karl Popper, ont permis de comprendre que ce modèle de raisonnement permettait d'énoncer des règles, des règles qui pouvaient avoir une portée générale, mais que ces règles étaient toujours assorties d'un certain degré d'incertitude. Alors, ça n'invalide pas totalement, ça n'invalide pas bien évidemment les dispositifs de recherche, mais malgré tout, cette incertitude, elle doit être prise en compte. Et on comprend pourquoi on ne peut pas s'en affranchir quand on fait de la science, que ce soit de la science médicale, mais également c'est valable pour la physique ou des choses comme ça. Alors, c'est en plus ce caractère de l'induction, ce caractère qui produit donc des règles qui ont une valeur toujours incertaine, est en plus un processus qui a certaines failles logiques. Ces failles ont été montrées par certains philosophes, notamment par le jeu de certains paradoxes. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais toujours est-il qu'il est très important de comprendre que le raisonnement à l'œuvre dans la recherche clinique est un raisonnement qui ne peut pas produire de certitude.
Et c'est pour ça que la statistique, qui permet de modéliser cette incertitude, est si importante. De façon très liée à la question du raisonnement inductif, il y a la question de la causalité. Dans son essai, David Hume avait donc critiqué le raisonnement inductif, mais il s'en était aussi pris à la question du lien de causalité, en montrant que ce lien était tout à fait lié à la question de l'induction. Et donc, il montrait que la causalité, finalement, sans en remettre en question l'existence, elle n'était pas accessible. Elle n'était pas accessible et que donc le rapport de causalité devait venir d'autre chose. Et ce dont on s'est aperçu aujourd'hui, c'est que les liens de causalité sont l'objet de définitions qui sont des définitions conventionnelles. Ce ne sont pas des choses qui découlent du raisonnement. Et pour ce qui est de la médecine, c'est Bradford Hill qui a été le premier à poser les conventions qui vont permettre d'évoquer ce lien de causalité. Et donc, pour lui, on pouvait évoquer la causalité à condition d'avoir, d'une part, des associations fortes, d'avoir une cohérence de l'association, une spécificité de celle-ci, une relation temporelle. Il parlait également d'un gradient biologique. Plus on augmente le facteur auquel le facteur d'exposition et plus le résultat doit être en rapport avec la dose en question. Et enfin, il fallait que le lien de causalité puisse avoir une vraisemblance par rapport à l'état du savoir. Donc vous voyez, la causalité prend donc une dimension qui n'est pas une dimension absolue, mais réellement une dimension conventionnelle. Et d'ailleurs, toutes les sociétés scientifiques n'ont pas, toutes les communautés scientifiques n'ont pas les mêmes conventions. Je quitte la question du raisonnement pour aborder une autre limite des processus de production de connaissances et qui est elle-même susceptible de générer de l'incertitude, c'est le problème de l'objectivité. L'objectivité, on peut la décliner de différentes façons. Deux petits exemples. D'une part, la question du déterminisme historico-social de la connaissance. Alors, il y a eu tout un tas de travaux, notamment par des courants qu'on appelait les courants constructivistes, qui montraient une forme d'assujettissement historico-social de la science. Cet assujettissement, il a d'ailleurs été très bien mis en évidence par des auteurs comme Ludwig Fleck, notamment par rapport à la question de la construction du savoir à propos de la syphilis et la dépendance mystico-éthique de cette construction à cette époque. Et donc, sans aller jusqu'au relativisme épistémologique, dans lequel on peut très vite tomber, je pense, quand on suit ces idées constructivistes, on voit malgré tout qu'il existe une emprise du contexte sociétal, du contexte historique sur la production de connaissances. Un des auteurs qui l'a très bien montré, c'est Stéphane Jay Gould, dans un ouvrage qui s'appelle La malmesure de l'homme. Et il montre comment ces théories anthropométriques, la craniométrie, l'anthropologie criminelle, par exemple, de Lombroso, la mesure de l'intelligence et le développement de tests de performance, qui utilisent toutes la mesure chiffrée et l'objectivité qu'on attribue à la mesure chiffrée, sont en fait des théories qui sont très ancrées dans une époque et dans une conception de l'homme, une conception raciale qui n'est bien évidemment plus, et heureusement, qui n'est plus la même aujourd'hui. Donc ça, c'était pour ce déterminisme historique et social qui joue un rôle non négligeable sur la production de connaissances. Autre élément qui joue un rôle très important, c'est le conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts, on peut le décliner de différentes façons. Il y a celui qui paraît le plus évident en médecine du fait de l'importance des firmes pharmaceutiques, c'est le conflit d'intérêts commercial. Mais il y a également une autre forme de conflit d'intérêts que je trouve probablement beaucoup plus intéressante et qui n'est pas moins
qui n'est pas moins présente et qui n'a pas moins d'impact sur la nature de la connaissance médicale. C'est un conflit d'intérêts qui a été très bien décrit par Berthelot et qu'il nomme la transaction connaissance contre reconnaissance. En gros, c'est parce que on attend une reconnaissance de quelque chose, de l'académie, de l'institution, que l'on va produire du savoir. Alors ce type de conflit d'intérêts, il est extrêmement important parce que c'est aussi un moteur pour produire de la connaissance. Mais malgré tout, dans des systèmes institutionnels comme ceux qu'on connaît aujourd'hui, où la publimétrie est toute puissante, hein, vous connaissez cet adage "publish or perish", qui est vraiment très très réel et très vrai. Dans ce type de contexte, ce conflit d'intérêts prend une ampleur et prend une dimension tout autre qui conduit et qui peut conduire, ça a été très bien montré par de nombreux auteurs, à une sorte de dérive vers toutes sortes de compromissions intellectuelles qui vont permettre de produire plus de publications en altérant éventuellement la qualité des connaissances qui sont véhiculées par ces publications. Donc la publimétrie et cette stratégie choisie pour l'évaluation n'est pas sans conséquence sur la nature de la connaissance qu'on va utiliser. Il y a eu des publications très importantes, notamment un travail de Martinson dans la revue Nature, qui montre très bien l'ampleur de ces compromissions scientifiques, hein, qui dépassent totalement l'entendement et qui, pour Martinson, va presque jusqu'à 20% du savoir actuellement disponible. Alors, d'autres éléments vont venir altérer la validité de la connaissance et notamment et faire que cette incertitude résiste, c'est ce qu'on appelle la validité interne. On a beau avoir un plan expérimental, un essai contrôlé, randomisé, double aveugle, enfin tout très très bien sur le papier. Quand on va vouloir appliquer ça sur un terrain contingent, eh ben on va se rendre compte que tout ne sera pas parfait, qu'il y aura des infractions au protocole, qu'il y aura tout un tas d'éléments qui n'auront pas été prévus et qui viendront donc quelque peu jouer sur cette validité interne et donc altérer la portée des résultats. On passe de l'autre côté maintenant tout ce qui n'est plus intrinsèque à la connaissance, mais ce qui est lié à son utilisation, notamment sa validité externe. Et là encore, on peut trouver tout un tas de phénomènes qui vont être susceptibles de l'altérer. Il y a beaucoup d'exemples dans la littérature scientifique qui montrent qu'une étude faite dans un contexte particulier ne peut pas être utilisée chez des patients qui appartiendraient à une population trop différente de la population à partir de laquelle l'essai a été mené. Et cette validité externe est pourtant fondamentale. C'est la première chose à laquelle on doit s'intéresser quand on lit une étude, c'est de savoir à partir de quelle population elle a été faite. Et donc, là encore, une source d'incertitude. C'est précisément face à toutes ces limites, face à toutes ces difficultés, validité interne, validité externe, et puis face à la masse extrêmement importante de connaissances aujourd'hui disponibles, que l'EBM, l'Evidence-Based Medicine, s'est constitué. David Sackett la définissait comme une façon rigoureuse, consciencieuse et judicieuse d'utiliser les preuves les plus récentes et de plus haut niveau pour les décisions concernant le soin d'un individu. Et donc il fait intervenir 3 éléments pour la décision concernant un individu donné. D'une part, les données de la recherche, ce dont on a parlé jusqu'à présent, l'expérience clinique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout écartée des principes initiaux de l'evidence-based medicine, et les préférences du patient. Donc à la confluence de ces trois champs se prendra la décision de soins.
Alors, l'evidence-based medicine, c'est quoi? C'est d'abord des outils de recherche, des bases de données, des moteurs de recherche informatiques. L'informatique et toutes les théories de l'information ont eu un impact considérable sur le développement de cette approche. Mais c'est surtout également deux types d'approches. Une approche qui est éducative et une approche qui est évaluative. L'approche éducative, qui était extrêmement présente dans le discours de ce groupe de travail qui tendait donc à promouvoir l'evidence-based medicine, consistait en fait à former les cliniciens à, d'une part, la problématisation des situations cliniques pour pouvoir accéder à des recherches bibliographiques et à partir des recherches bibliographiques qui auront été faites, des lectures critiques. En gros, il fallait que les cliniciens, via cette approche éducative, puissent être autonomes face à la connaissance médicale scientifique, aussi bien pour trouver celle pour pouvoir la chercher via ces bases de données, mais en plus pouvoir avoir dessus un regard critique. En plus, ce faisant, en augmentant la vision critique des praticiens, on espérait pouvoir avoir un rétrocontrôle sur les revues scientifiques, les éditeurs scientifiques, et donc sur les chercheurs, et donc améliorer la qualité de la connaissance. Ça, c'est pour l'approche éducative. Le deuxième versant, c'est l'approche évaluative. Et cette approche évaluative de l'evidence-based medicine consistait à élaborer une sorte de méthodologie qui permettait de hiérarchiser la connaissance. Et c'est ce qu'on connaît aujourd'hui sous les appellations des échelles de niveau de preuve. Et à partir de ces échelles de niveau de preuve, le grade des recommandations. En gros, en fonction du type de méthodologie utilisée, on produit un résultat scientifique qui a un niveau de pertinence, et ce niveau de pertinence, c'est ce que les anglo-saxons de l'EBM Group ont appelé donc le niveau de preuve. Ces niveaux de preuve et ces gradations de recommandations ont permis l'élaboration de tout un tas de documents qui sont des référentiels dans lesquels sont regroupés et hiérarchisés en fonction du niveau de preuve tout un tas de recommandations à destination des cliniciens. Ça s'est appelé les références médicales opposables à un moment, les recommandations pour la pratique clinique, les standards options recommandations, conférences de consensus, guides de bonne pratique, etc. Il y en a tout un tas. Et donc ces éléments étaient censés venir guider les cliniciens et être en quelque sorte un complément de leur approche individuelle de la connaissance. Ce qu'on a pu observer dans la pratique, c'est que si effectivement il y avait initialement au début de l'EBM une sorte de... que ces deux approches étaient toutes les deux au cœur de la démarche, on a vu très progressivement une évolution qui a consisté à faire que l'approche évaluative a pris le pas sur l'approche éducative. Alors ça s'est fait dans un contexte très particulier, qui est un contexte contraint, de contraintes économiques d'abord, avec une volonté très forte de la part des gestionnaires de soins de vouloir limiter bien évidemment les dépenses de soins, ce qui se comprend tout à fait. Un contexte qui a été marqué aussi par un développement de méthodologies statistiques et épidémiologiques qui étaient de plus en plus complexes et qui rendaient donc l'approche éducative de plus en plus difficile. Ça devenait de plus en plus difficile de former des praticiens, tous les praticiens, à cette lecture critique des publications scientifiques. Et puis, dans le contexte, on peut aussi ajouter la pression médico-légale et la pression assurantielle, qui a fait que s'est développée une volonté très forte de normaliser le soin, et une volonté donc de le soumettre non plus à l'autonomie critique des praticiens, mais réellement à cette approche évaluative et à la définition de tous ces documents qui servent de référentiel, ces textes de recommandation qui petit à petit allaient devenir de plus en plus importants dans les années 90 puis dans les années 2000. Ces protocoles pour la pratique clinique qui devenaient également de plus en plus normatifs et de plus en plus contraignants.
Et tout ça a été rendu possible par la prise de pouvoir de l'approche évaluative, en quelque sorte, sur l'approche éducative. Ce qu'on a vu se développer également, c'est une sorte de discours, une sorte de rhétorique très, très particulière qui utilisait beaucoup le terme de preuve pour finalement, en quelque sorte, minimiser l'incertitude qui est consubstantielle de la connaissance scientifique, de façon à permettre que ces référentiels soient suivis. Dès lors qu'on introduit de l'incertitude ou qu'on laisse penser qu'il y a de l'incertitude, eh bien les praticiens doutent, ne sont pas forcément enclins à toujours suivre les recommandations qui sont formulées. Et donc, cette rhétorique de la preuve, on l'a vu se développer, et tant bien même on parlerait de niveau de preuve, on a tendance, dans les discours qu'on peut entendre chez les soignants, à mettre de côté le côté de niveau pour ne garder que celui de preuve. Ceci a été prouvé, donc on le fait. Et donc c'est méconnaître ici toute l'incertitude qui accompagne la production de connaissances et la connaissance elle-même. Alors, tout ça, bien évidemment, ça a des impacts cliniques, aussi bien pour ce qui est de cette pensée procédurale qui vise à répandre le modèle du protocole, que cette perte d'autonomie des soignants vis-à-vis de la connaissance qu'ils ont à utiliser, et qui finalement est quelque peu cheintée par tous les référentiels produits. Et donc tout ça a un impact qui aboutit progressivement à une perte d'autonomie importante des soignants et au fait que la médecine se fait de moins en moins dans un colloque singulier, dans un tête-à-tête entre un médecin particulier qui aurait une vision critique de la connaissance et qui surtout serait capable de la recontextualiser dans un cas précis du malade, mais se fait de plus en plus dans une dimension plus publique qui est celle du protocole. Alors bien évidemment, beaucoup de médecins, heureusement, aujourd'hui, gardent un regard critique sur ces protocoles et un regard qui leur permet de les contextualiser. Mais malgré tout, ce qu'on voit se dessiner, si on continue dans cette voie qui minimise l'incertitude du savoir médical, tout simplement, c'est une progression de cette médecine de moins en moins individualisée et de plus en plus globale et basée sur des protocoles. Alors j'avais dit que je terminerai par quelques mots sur la traduction de l'evidence-based medicine en français. Il y a eu plusieurs traductions qui ont été proposées. Médecine fondée sur les preuves, médecine factuelle, médecine fondée sur les niveaux de preuves. Alors si médecine fondée sur les preuves ou médecine factuelle sont clairement des traductions qui sont pas adaptées, que médecine fondée sur les niveaux de preuve l'est peut-être un peu plus, mais n'est pas totalement non plus pertinent. En fait, il faut se retourner vers l'origine du terme evidence en médecine, qui est à la base en fait un terme qui vient du droit anglo-saxon et se rapproche du témoignage. Vous savez qu'en droit anglo-saxon, le rôle du témoignage a quelque chose de fondamental, puisque c'est le témoignage qui instruit le juge et les jurés, et donc c'est pour ça qu'on observe en fait ce glissement entre témoignage et preuve. En droit français, les choses sont complètement différentes, puisque en droit français, la décision elle est beaucoup plus basée sur l'intime conviction que sur le témoignage. Et le témoignage, il est toujours objet d'un examen critique. Et donc le juge français, il est moins lié au témoignage que ne peut l'être le juge américain. Et donc on voit dans cette différence d'appréciation du terme evidence toute la problématique qu'il y a finalement à utiliser des preuves, des niveaux ou des evidences, ce qu'il ne faut surtout pas traduire par évidence, bien évidemment, pour la pratique du soin. C'est-à-dire que
il y a probablement un malentendu qui vient du fait qu'on n'accordera pas le même crédit à la donnée scientifique, et qu'en tout cas, il faut toujours la passer par le crible de la critique. Alors tout ça, c'est certainement pas pour rejeter les avancées extraordinaires qui ont pu être permis par tous ces progrès méthodologiques et toute cette dynamique qui conduit à évaluer les actions thérapeutiques, les actions diagnostiques, etc. Au contraire, tout ça est extrêmement précieux et tout ça a permis des progrès médicaux absolument considérables. La seule chose, c'est que maintenant que cette méthodologie commence à être bien ancrée dans les valeurs, il faut se retourner un petit peu et réapprendre aux praticiens à utiliser cette méthodologie et surtout la comprendre pour pouvoir la critiquer et utiliser la connaissance vraiment dans la façon la plus pertinente qui soit. Ce n'est pas rejeter la science que de dire que ces résultats sont associés à une incertitude, mais au contraire, c'est bien comprendre la science que de reconnaître la place très importante que l'incertitude y joue. Et tout ça, la reconnaissance de cette incertitude, notamment, a des conséquences qui sont absolument colossales sur le soin du patient, parce que c'est cette incertitude qui va permettre de recontextualiser en permanence la connaissance générale pour le soin d'un patient qui est à chaque fois individuel et éminemment plus complexe que les patients des essais contrôlés.